bien voilà, La Rochelle, plein centre, au Gabu, on trouve une peinture murale tout à fait emblématique de l'histoire par l'image de la piraterie. C'est assez étonnant, mais on a ici Barbe Noire, hein, dans toute sa splendeur, et qui est représentée par les arts populaires, par un artiste de rue ici, avec ce qui fait ses fondements habituels, à savoir un personnage un peu terrifiant, maléfique, hein, hybridé avec la mer. On ne sait plus trop s'il est humain ou s'il vient des abysses elle-même. On dirait que la houle l'a rabattu. Il est associé à la figure d'un poulpe, il est associé au mal, il est associé à l'armement, à la violence en mer. Donc c'est un personnage terrifiant, surgi de nulle part, et qui est projeté ici sur les murs. Voyant cette image, on se dit mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi Barbe Noire est-il si méchant, hein? Cette représentation, parce qu'elle emblématise beaucoup des éléments constitutifs de l'histoire de l'image de Barbe Noire, est un sacré bon point de départ pour comprendre comment cette imagerie s'est constituée, parce qu'on est en face ici d'une imagerie historique, d'un personnage qui n'est pas un personnage de fiction et qui a réellement existé. Pas comme ça, mais l'histoire de son image s'est déconnectée de son histoire réelle et portée par les arts populaires des 18, 19, 20e siècle. Il est devenu un des emblèmes de la culture populaire occidentale, au point de devenir un des personnages les plus connus de nos coffres à jouets. Un historien, c'est aussi un grand enfant, hein. Il n'a pas besoin nécessairement d'être dans les vieilles archives et les vieux papiers, les vieilles bibliothèques pour faire de l'histoire. Il peut le faire parfois aussi avec son coffre à jouets, simplement, hein. Coffre à jouets dans lequel il se rappelle qu'enfant, il a joué avec un certain nombre de figurines, hein, qui représentaient des pirates. Et, oh surprise, j'en sors deux tout de suite, qui m'intéressent beaucoup, que je vous présente, et qui sont très populaires en fait, parce que beaucoup les ont, hein. Et ce personnage que vous avez en face de vous, c'est Barbe Noire, Edward Teach. Alors, pour le coup, trouver un personnage historique en forme de Lego, c'est tout de même assez notable et rare. Parce que ce personnage-là n'est pas un personnage de fiction. Il a vraiment existé. Alors, qui est ce Edward Teach? Edward Teach est un homme pas de grande condition, hein, ayant vécu à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, dans la Caraïbe. Alors, il a fait ses profits de la guerre, lui et quelques dizaines de compagnons. Tout allait bien quand il agissait au nom du roi d'Angleterre sur les flots, jusqu'à ce qu'une grande paix, signée en 1713, mette fin à la dite guerre. Sauf que lui, il n'a pas compris que la guerre était terminée, il a continué, hein. Il a continué à mener des petits coups de main entre 1713 et 1718 sur les flots. Oh, des petites rapines, des petits, sur de vulgaires sloops, hein, au large de la Caraïbe et des côtes de la Virginie occidentale. Et ce Edward Teach a fini par agacer complètement les colons de Virginie occidentale, à tel point que ces derniers ont demandé à leur gouverneur de mettre fin à ces agissements, parce qu'il commençait à y en avoir marre de cette bande de petits pirates qui étaient au large. Et c'est là qu'ils ont affrété des moyens plutôt considérables, une centaine d'hommes quand même. On est en 1718, commandé par le lieutenant Maynard, qui part à sa chasse, le trouve, passe à l'abordage, le combat est sanglant, des dizaines de morts, dont Edward Teach, hein, qui sera passé par le fil de l'épée, dont la tête sera coupée et ramenée sur le mât de Beaupré, au port, pour bien montrer que le lieutenant Maynard avait fait son travail. Et c'est ainsi qu'il aurait dû sortir de l'histoire, Barbe Noire. Mais le voilà en figurine Lego. En aucun cas, sa vie réelle ne saurait justifier un tel honneur. Dès l'origine, c'est la pilosité d'Edward Teach qui justifie son surnom et son pseudonyme. Donc Captain Johnson l'appelle Barbe Noire. Alors Barbe Noire parce qu'il aurait une barbe noire plus dense que tout autre personnage et une très grande quantité de cheveux, à tel point qu'il ressemblerait, selon lui, à une forme de météore, hein, une comète avec toute sa traîne, quand il se déplace. Donc c'est cette pilosité remarquable qui lui donne un pseudonyme qui rentre dans l'histoire plus facilement, en fait, que son véritable nom d'Edward Teach, sous lequel il n'a pas accompli de très grands faits, hein. C'est donc une histoire par l'image de cette pilosité qui vient rejoindre ensuite la thématique de la peur, puis celle de la violence, et toute celle que cette image a pu constituer ensuite, qui le fait rentrer dans l'histoire. Alors, Edward Teach, alias Barbe Noire, a l'insigne honneur de bénéficier d'une imagerie historique quasiment du temps de son époque, après sa mort, en 1724. En 1724, un certain Captain Johnson sort un livre en Angleterre
intitulé l'histoire des plus fameux pirates notoires de son temps, quelque chose, un titre très très long. Hein. Et dans cet ouvrage, il fait une galerie de portraits de pirates de son époque, et 4 d'entre eux font l'objet d'une représentation artistique, et Barbe Noire entre dans l'histoire parce qu'il est l'un des 4 qui fait l'objet de cette représentation. Et nous l'avons ici, hein. C'est Blackbird the Pirate, et quand on observe l'imagerie, on s'aperçoit tout de suite qu'il s'agit d'une gravure de haut niveau de réalisation, hein. C'est tout de même une gravure, une eau-forte au burin, très bien détaillée, dont l'auteur se signale en signature, ici, B. Cole Sculpt, donc c'est lui qui a gravé, B. Cole. Benjamin Cole est en fait le graveur des francs-maçons de Londres, qui habituellement ne travaille pas sur ce genre de sujet, hein, mais qui a répondu à une œuvre de commande et qui réalise cette gravure de manière totalement imaginaire. Il n'a jamais vu Barbe Noire, il ne sait pas du tout à quoi il ressemble, il a pris le texte du livre, et il a essayé d'imaginer ce Barbe Noire ainsi. Alors, la manière dont il le représente vient poser en fait tous les jalons à partir desquels l'imagerie de Barbe Noire historique va se constituer. Tout de suite, ce qui caractérise l'image, c'est l'armement qui essaime autour du personnage. Il dispose d'un sabre dressé, hein, ici, donc dans une intention hostile. Il possède, c'est l'inventeur du 6 coups, puisqu'il a 6 pistolets chargés à un coup sur le torse, sur l'abdomen. Il est surarmé, on va dire, donc il exerce ici une menace dans les codes de la gravure du XVIIIe siècle, hein, bien entendu. Il pose devant un fond quelconque de bataille navale, qui d'ailleurs le personnage historique n'a jamais dû connaître, très probablement, hein. Mais cette bataille navale sert à contextualiser en arrière-plan, hein. Un petit tricorne, et petit détail cosmétique, mais qui a toute son importance, il a des mèches de cheveux, hein, autour desquelles il aurait noué des rubans, plusieurs rubans, voilà, c'est une façon un peu non noble de se travestir, de se mettre en valeur, hein. Il n'y a pas de perruque, il n'est pas dans les codes de l'aristocratie de l'époque, donc ce n'est pas un aristocrate, ce n'est pas un grand capitaine, ce n'est pas un grand officier, c'est un homme du peuple qui est surarmé, qui est lié à la mer, et qui est terrifiant, inquiétant, et à la fois auteur de violence indéterminée. Ainsi représenté, Barbe Noire rentre dans l'histoire par l'image, hein, représentée par un artiste qui ne l'a jamais vu, hein, qui a fait ce qu'il a pu à partir d'un texte, signé par un homme qui semble, Captain Johnson, connaître la mer. Avec un nom pareil, on se dit, ce type, il connaît la mer. Néanmoins, le fameux Captain Johnson était en réalité un pseudonyme. C'est une œuvre de commande aussi, probablement, qui a eu un grand succès d'ailleurs, et c'est Daniel Defoe, probablement, qui en fut l'auteur, d'un ouvrage qui a eu un succès immédiat, et c'est là la surprise. Cet ouvrage et ses 4 gravures se sont exportés dans toute l'Europe et jusqu'en Amérique. L'image qui fut gravée par Benjamin Cole a marqué les esprits et les éditeurs. Donc, toutes les éditions successives de cet ouvrage à succès vont de nouveau reprendre le motif de Barbe Noire sur les fondements que l'artiste initial avait projetés. Donc, on a ici l'original, la gravure de Benjamin Cole, mais vous voyez, les éditeurs européens, quand ils reprennent, ils changent un petit peu l'image. Hein, c'est une gravure, on peut faire ce genre de choses. Ici, c'est la version néerlandaise, hein, avec une autre forme de chapeau. Hein, où là, c'est en Amérique. Vous avez la représentation 2 à 3 ans plus tard, ici, qui est beaucoup plus empâtée de traits, parce qu'elle est beaucoup moins chère. Il a fait le graveur ici sur du bois, en fait. Hein, il a fait une reproduction à l'estime, hein, à partir d'un ouvrage qui avait franchi l'Atlantique et qu'il a reproduit, introduisant quelques petites variations à l'arrière et dans le costume général. Mais le ton général est maintenu, c'est-à-dire les petits rubans autour des cheveux, le sabre dressé et les pistolets sur le corps. Hein. Mais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l'image commence à évoluer. Hein. Les éditeurs successifs de l'ouvrage, toujours reprenant le motif de Benjamin Cole, commencent à le placer dans de nouveaux contextes ou dans de nouvelles statures. Ici, on a une variation qui s'introduit une dizaine d'années après, où on voit cette fois-ci un Blackbird, Edward Teach, donc, qui a des tranches fumées qui sortent des cheveux. Et là, c'est un changement notable de l'image. Ce ne sont plus des rubans, ce seraient des mèches, en flammes. Hein. Et la légende dit, parce que le texte avance lui aussi, hein, et il se modifie, la légende commence à nous dire que l'homme mettait le feu à ses cheveux pour terrifier les équipages
ennemis qu'il abordait. Et cette idée du Blackbird aux cheveux en feu fait son chemin, ici mise en couleur, dans des portraits qui deviennent de plus en plus terrifiants dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, comme on peut le voir ici, dans un Blackbird démoniaque, à la barbe cette fois-ci devenue tentaculaire, voire poulpesque, je dirais, qui commence à hybrider la mer dans ses formes terrifiantes. Donc c'est presque un monstre marin sorti des abysses, hein, aux cheveux qui flambent et qui pose maintenant devant l'océan. Le XVIIIe siècle a donc brodé une imagerie de Barbe Noire qui est marquée par la violence et la peur. Hein. Au XIXe siècle, c'est aux États-Unis que ce motif prospère grandement dans la littérature pour jeunesse. Il apparaît que ce Barbe Noire a des vertus pour l'éducation des petits Américains. Et c'est ainsi qu'un très grand nombre de petites publications pour la jeunesse, ici mon livre des pirates à moi, ici les histoires des grands Américains pour les petits Américains, hein, c'est la littérature pour jeunesse, et une littérature pour jeunesse qui aime beaucoup les aventures des pirates, en fait. Hein. Et effectivement, les familles qui achètent ce genre d'ouvrage y voient une occasion d'éduquer leurs enfants au bien et au mal, et en même temps à la patrie. Parce que dans ce premier roman national américain au XIXe siècle, l'ordre est né de l'apaisement de la violence sur les flots. Donc combattre les pirates, c'était faire naître la naissance américaine. On est bien avant le récit de western, on est dans l'époque où l'Amérique se choisit un récit de roman national qui est marqué par le disciplinement de la violence sur les flots. Donc l'ennemi à abattre, à ce moment-là, c'est Barbe Noire. C'est l'ennemi que le héros doit vaincre. Hein. Et c'est ainsi qu'on propulse les histoires de Barbe Noire, et surtout des héros qui l'ont affronté, faisant naître un premier ordre américain sur les flots. Hein. Ici, donc, on va représenter le triste destin de la tête de Blackbird en haut du mât de Beaupré, hein, lorsque le lieutenant Maynard avait triomphé de lui en mer, où on va faire peur avec des images de celui-ci, avec des armements à poudre modernes, hein, qui sont terrifiants pour l'époque. Hein. En tout cas, voilà une série de représentations faites pour la jeunesse pour édifier au bien, au mal et à la patrie. Le roman national américain s'emblématise tout particulièrement dans une peinture qui le représente dans toutes ses caractéristiques fondamentales. C'est une œuvre majeure de Jean-Léon Jérôme Ferris qui représente l'affrontement final de Blackbird, Edward Teach, versus le lieutenant Maynard, qui avait été commissionné par le gouverneur de Virginie pour mettre fin aux agissements du pirate. Donc on voit le combat final dans une très belle centralisation cruciformée, hein, dans l'affrontement des deux personnages, qui sont nimbés tout autour par la violence de la houle et la violence des hommes entre eux, hein, dans un combat du colosse contre le brave patriote américain qui vit le triomphe du lieutenant Maynard, poussé par la foi patriote. Hein. Donc ça, c'est une représentation patriotique, hein, qui met en gloire l'action des héros des États-Unis et qui donne son statut à notre Blackbird. Ce n'est jamais un personnage principal, c'est un personnage secondaire qui permet au héros, ici le lieutenant Maynard, de faire surface. C'est en fait à la fin du XIXe siècle que l'imaginaire des pirates caribéens trouve sa première interprétation iconographique proche de celle que nous connaissons. C'est sous les traits d'un dessinateur célèbre aux États-Unis à la fin du XIXe siècle que le motif de Blackbird s'approche de ce que nous connaissons aujourd'hui de la représentation des pirates caribéens. En fait, c'est lui qui fixe complètement l'univers caribéen dans des ouvrages qu'il destine à la jeunesse et au grand public, hein, et dans lesquels, c'est un peintre romantique, il fait des chevaliers de la table ronde, il fait du Shakespeare, il fait des pirates, et ces pirates-là, tels qu'il les a figurés, constituent un tournant iconographique majeur du motif. Et il dessine tout un tas de pirates, ici William Kidd, ici le Hollandais volant, le fameux Flying Dutchman, et il borde toujours ces représentations aux limites du fantastique. Hein. Alors c'est pour ça qu'on peut parler un peu de romantisme. Ici, le Flying Dutchman, qui est raide sur son navire, qui lui est tangue avec la houle, et tout est désaxé, décadré, sauf le personnage fantastique qui s'entoure de rouge, dont les cheveux, les yeux, l'écharpe, tout est terrifiant dans le personnage. Il est à la limite, en fait, cette fois-ci, de la vie et de la mort. Car les personnages d'Howard Pyle sont des personnages fantastiques en ce que, dans leur navigation, ils ont croisé les limites de la vie et de la mort, en plus de celles du bien et du mal.
Donc il y a une interprétation religieuse qui se met en place et qui commence à l'emporter sur le récit patriotique. Une éducation, on va dire, plus universelle, plus religieuse, plus intemporelle, et qui renouvelle complètement l'éducation par la jeunesse pour laquelle ce motif est destiné, en réalité. Et ce Howard Pyle est celui qui fige complètement l'imaginaire du pirate contemporain. Néanmoins, Howard Pyle n'a jamais dessiné Blackbird. Il n'a jamais dessiné Blackbird pour une très bonne raison, c'est qu'il a offert Blackbird, en quelque sorte, à son élève principal, qui est Frank Schonhuber, qui s'est emparé de Blackbird pour gagner sa vie, en fait. Et donc c'est l'élève qui, reprenant les motifs et l'art de Howard Pyle, a pu vendre, en fait, ses interprétations de Barbe Noire. Frank Schonhuber, reprenant tous les principes avec lesquels il avait été instruit de l'art par Howard Pyle, livre donc au grand public un certain nombre de représentations de Barbe Noire pour la jeunesse, pour l'histoire, dans lesquelles tous les principes avec lesquels Howard Pyle avait officié se retrouvent. On le retrouve ici à l'abordage, toujours dangereux avec une arme. Vous voyez la similitude des formes par lesquelles il imagine, on veut terrifier le spectateur, en s'imaginant de ce colosse qui débarque et qui attaque, évidemment. Et l'une des interprétations glisse clairement dans le fantastique, c'est la dernière qu'on va observer de plus près. Le Blackbird de Frank Schonhuber est lui aussi aux limites du fantastique. On comprend bien ici qu'il est nimbé de personnages dont on se demande s'ils sont encore en vie, s'ils sont morts, s'ils ne sont pas des morts vivants, et qui le nimbe complètement entre obscurité et lumière. Ce personnage est auréolé d'une ambiguïté fondamentale. On se demande s'il est maléfique, en fait. Et il est. C'est ce que suggère la peinture de Frank Schonhuber, et elle confère un statut tout particulier à ce Barbe Noire qui vient de rentrer dans l'univers fantastique. Les représentations que Frank Schonhuber et Howard Pyle livrent de la piraterie caribéenne deviennent très très vite extrêmement populaires au point que ces images envahissent tout, non seulement le roman de jeunesse, mais également les premières images commerciales. Alors là, on prendra l'exemple d'une boîte d'allumettes. Ça paraît pertinent que pour une marque d'allumettes que d'utiliser la figure de Barbe Noire et de ses mèches enflammées. Donc une boîte d'allumettes, et vous voyez, il l'appelle ici Walking on the Plank. L'éditeur de la boîte d'allumettes ne dit pas qu'il s'est en fait emparé d'une image d'Howard Pyle sans en payer les droits, évidemment. Mais cette imagerie est hors de contrôle. Elle envahit les supports publicitaires les plus divers. L'imagerie du pirate caribéen inventé par Howard Pyle et Frank Schonhuber devient un support commercial remarquable. C'est dans ce contexte que la marque Disney, après la Seconde Guerre mondiale, envisage d'en faire quelque chose dans le cadre de leur parc californien qu'ils ouvrent dans les années 60 et pour lequel ils conçoivent tout de suite une animation qu'ils vont appeler Pirates des Caraïbes, et qu'ils implantent dans les années 60 et qui est totalement fondée sur l'imaginaire artistique d'Howard Pyle. Et c'est ainsi qu'ils vont introduire et matérialiser l'art d'Howard Pyle dans leur parc d'attractions, sur une attraction qui va rencontrer un très grand succès populaire. Un très grand succès populaire qui fait qu'aux États-Unis, ça marche très 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 bien. Jusque dans les années 80, date à laquelle Walt Disney commence à se dire que ce motif, qui marche bien aux États-Unis, pourrait être pensé comme étant universel, preuve qu'il a quitté l'exaltation du seul roman national américain, et qu'il dit cette fois-ci autre chose de plus universel à toutes les enfances du monde entier, en ce qu'il éduque au bien et au mal, et à la vie et à la mort. Et c'est là que les Pirates des Caraïbes commencent à faire l'objet d'une marque dont on imagine qu'elle pourrait devenir mondiale. Et c'est quelque chose qu'ils font dans les années 2000, lançant la série de films Pirates des Caraïbes. Les personnages qui se trouvent dedans sont des émanations directes de l'imaginaire de Howard Pyle, revisitées par l'expérience du parc d'attractions de Disney en Californie à partir des années 60. Et ça rencontre effectivement un succès mondial, bien que la plupart des personnages qui s'y trouvent sont tous des personnages de fiction, donc, sauf un, ce fameux Edward Teach, Blackbird, qui apparaît dans la série de films, et qui est le seul, en fait, à être un véritable personnage historique, bien que la façon dont on le représente n'a plus rien à voir avec celle qui était la sienne au point de départ. Malgré tout, les codes iconographiques avec lesquels on déploie ce Barbe Noire
sont toujours ceux que Benjamin Cole avait choisis en 1724. Il y a une logique à la façon dont l'artiste a représenté son Barbe Noire. Donc on retrouve ici un Barbe Noire qui a été édifié dans l'histoire de l'image par plusieurs strates, et il a bien identifié plusieurs de ces strates. En tout cas, on retrouve les flammes un peu diaboliques qui entourent sa chevelure, qui sont un artefact assez fantastique qui était né à la fin du XVIIIe siècle. On retrouve une hybridation avec les flots et la houle sous la forme de la pieuvre et des animaux marins fantastiques venus des abysses, qui sont en fait un emblème du mal et du maléfice. Tant et si bien que le personnage est lessivé par la mer, en fait. On se demande s'il est encore un être humain, s'il est un démon ou s'il est un monstre marin. L'imaginaire américain des pirates est resté américain, en fait, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il bascule en Europe, dans la culture populaire, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, par les arts de la bande dessinée, en fait, par lesquels il est véhiculé. Le récit maritime en bande dessinée est très populaire chez les enfants, en fait. Dans les années 50-60, c'est un récit d'aventure, essentiellement. Et c'est dans ce récit d'aventure, océanographique ou maritime, qu'entre la figure des pirates, et c'est une série qui l'emblématise tout particulièrement, celle que Charlier et Hubinon ont inventée, qui s'appelle Barbe Rouge. Et bien sûr, Barbe Rouge n'est pas noire, mais c'est bien sur le fondement graphique qu'avait inventé Benjamin Cole que leur Barbe Rouge, personnage secondaire de l'œuvre, mais qui en fait le titre principal, a été tracé en réalité. Sa barbe a changé de couleur, certes, mais les codes iconographiques, tricorne, petite mèche, surarmement, sont maintenus. Donc le Barbe Rouge est en fait un Barbe Noire modifié à la française. Et cette bande dessinée, qui a eu un très grand succès, qui a fait des dizaines d'albums dans la jeunesse, un très grand succès dans la jeunesse, a agacé quelque peu les premiers grands auteurs de la bande dessinée franco-belge. Et c'est dans le magazine Pilote, en fait, que deux auteurs, Goscinny et Uderzo, agacés peut-être par le succès de Charlier et Hubinon, ont voulu faire une sale blague dans un de leurs albums en parodiant leur Barbe Rouge. Et donc ils livrent une sorte de capitaine pirate à l'époque des Gaulois, qui est inspiré, selon eux, en fait, qui ridiculise un petit peu le Barbe Rouge de leurs collègues, et qui rencontre, dès sa parution, un immense succès. Ce qui a provoqué une très grande colère et un conflit d'artistes à Pilote entre Charlier et Hubinon et Goscinny et Uderzo, qui leur en ont beaucoup voulu d'avoir été un petit peu ridiculisés par la nouvelle bande dessinée. Le problème, c'est que la sale blague s'installe dans le temps parce que les lecteurs, adorant le pirate gaulois, vont demander son retour. Donc Goscinny et Uderzo vont faire évoluer un petit peu le motif pour éviter qu'il ressemble trop aux Barbes Rouges initiales, mais on se retrouve avec un capitaine pirate très célèbre dans la bande dessinée, qui est inspiré de Barbe Rouge en premier lieu, mais comme le fameux Barbe Rouge avait été inspiré lui-même par Barbe Noire, en fait, notre Barbe Noire vient de rentrer dans la bande dessinée française. Et ça se retrouve encore dans les arts populaires même du manga, dans la très célèbre série One Piece, qui diffuse dans le monde entier, avec une galerie de pirates extraordinaires, dont l'un des colosses un peu difformes, très connu, s'appelle Marshall D. Teach, qui est Edward Teach encore, surnommé Barbe Noire, et qui reprend les codes iconographiques également, avec les pistolets, le sabre et le caractère colossal du personnage. Le succès international de la série de films Pirates des Caraïbes a introduit d'autres succès dérivés, en produits dérivés justement, qui ont rejoint l'éducation populaire de la jeunesse par le jeu vidéo. Et donc il est notable de signaler qu'il existe deux séries de jeux vidéo qui ont été très populaires et qui ont très bien fonctionné. L'un est Assassin's Creed et l'autre est Lego Pirates des Caraïbes, deux jeux vidéo qui ont fait connaître le personnage de Barbe Noire dans l'adolescence, on va dire, de l'humanité tout entière. Alors c'est un coffre à jouer numérique, tout ça, mais ça reste un personnage très connu, parce que ce Barbe Noire, ici dans Lego, qui ressemble de très près à la gravure de Benjamin Cole, ou une version très néfaste, plus inspirée de Frank Schonhuber ici, dans Assassin's Creed, et qui reprend la licence Walt Disney Pirates des Caraïbes, dont ils ont payé les droits pour l'exploitation. Notre Edward Teach, un signe petit forban en fait, ayant sévi dans la Caraïbe au début du XVIIIe siècle, pour des coups de main d'une intensité tout à fait modérée,
et j'ai envie de dire tragiquement devenu le criminel le plus célèbre de l'histoire de l'humanité, selon les coffres à jouer. Hein. C'est pas le personnage lui-même, pour ce qu'il a fait, qu'il est rentré dans l'histoire. C'est en réalité son imagerie qui a eu une telle sémantique, un tel poids dans l'histoire des 18e, 19e et 20e siècles dans le monde occidental, qu'il est rentré dans l'histoire sous son nom, ou son alias Edward Teach, dit Barbe Noire. Hein. Et ce personnage a été finalement figé dès le départ par un premier imaginaire qu'un graveur avait lâché sur le fondement du texte, qui a inspiré toutes les reproductions successives. Ensuite, on l'a vu se durcir, on l'a vu devenir maléfique, on l'a vu prendre feu, on le voit ensuite propulser le roman national américain, le récit patriotique, l'éducation à la jeunesse, puis l'éducation au bien et au mal, l'éducation à la vie et à la mort des enfants, avant de se retrouver dans les arts populaires et d'être projeté dans le monde entier à travers la licence Pirates des Caraïbes. Et c'est ainsi que on peut dire que c'est le seul en fait personnage pirate qui ne soit pas pleinement de fiction parce qu'il a un fond historique. Bien entendu, la réalité de son histoire n'est pas portée par l'image, hein, mais l'image a connu sa propre vie elle-même comme une archive d'histoire pour ce qu'elle disait à nos sociétés et en particulier à notre jeunesse.